On l'a dit tout à l'heure, donc le Morvan, les forêts feuillues du Morvan sont des forêts très anciennes, donc une partie est même antérieure aux Gaulois. Et quand on a eu ce qu'on appelle le minimum forestier dans les années 1850, c'est-à-dire le moment où on a exploité au maximum les forêts et on a réduit la surface des forêts, dans le Morvan, on avait encore 32% de surface forestière, ce qui est énorme si on compare à la moyenne nationale de l'époque qui était de à peine 12%. Donc, ce qui atteste qu'on a dans le Morvan des forêts très anciennes. Donc, il y a une association qui s'appelle l'IPAMAC, qui est l'association qui regroupe tous les parcs naturels liés au Massif central. Et le Morvan, je rappelle, est un contrefort du Massif central et à ce titre, donc, fait partie de ces parcs naturels liés au Massif central. Et l'IPAMAC a fait une étude donc, justement sur la présence de forêts anciennes dans le Morvan. Et il est apparu que le Morvan est le massif forestier le plus ancien du parc des parcs rattachés, je vais y arriver, au Massif central, avec presque 60% de forêts anciennes. C'est énorme. Pour vous donner un chiffre qui peut peut-être vous permettre un élément de comparaison, le parc national Feuilles de Plaine qui vient d'être créé, mis en place, c'est 80% de forêts anciennes, donc on est quand même 20%. C'est quoi la définition d'une forêt ancienne? Alors c'est le sol forestier, parce que justement on va le dire, c'est l'usage du sol. Donc ça ne veut pas dire qu'on a 60% de forêts feuillues matures. Hein. Ça veut dire qu'on a un sol forestier à usage forestier depuis plus de 150 ans. Alors, c'est là où l'histoire du Morvan commence à devenir beaucoup moins rose, c'est que, eh bien justement, on a coupé, comme on l'a dit depuis ce matin, beaucoup de forêts qui sont venues en remplacement de nos forêts de feuillus. Et donc, on a des forêts anciennes dans le Morvan qui ne sont pas autre chose que des plantations de résineux. Mais ça s'appelle quand même forêt ancienne. Donc, moi, je fais la différence entre la forêt ancienne, vieillissante, etc., ou la plantation. Et donc l'idée c'était de dire il est urgent avec tous les enjeux qu'on a maintenant sur le 21e siècle, la ressource en eau, la biodiversité, le carbone, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Il est urgent de regarder un petit peu de plus près toutes ces forêts-là et de préserver ce qui existe encore. Donc j'avais fait un calcul entre les données de l'IPAMAC et les pourcentages de forêts de feuillus qu'on a encore dans le Morvan, sachant que dans le Morvan, on a une caractéristique, c'est que les forêts de feuillus qu'on a dans le Morvan, pour leur très 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 grande majorité, sont des forêts qui n'ont pas été exploitées récemment et qui sont donc des forêts de feuillus anciennes vieillissantes, avec des vieux arbres dedans. Et donc si on croise ces chiffres-là, on arrive à un peu plus de 30% de forêts anciennes, donc en gros 40 et quelques mille hectares. Et ces 40 et quelques mille hectares, c'est un véritable trésor écologique, mais c'est aussi un trésor climatique, puisqu'on l'a dit ce matin, c'est un peu dans ces forêts-là que le carbone fonctionne et se stocke. Et ce sont aussi des forêts qui ont une autre caractéristique, et ça je me suis rendu compte en visitant les réserves biologiques du parc national, etc., c'est que ces forêts-là se sont régénérées de façon anarchique après l'avènement des énergies fossiles, c'est-à-dire qu'elles, pour une grande part d'entre elles, elles n'ont pas été gérées. Donc, et je dis anarchique, j'aurais pu dire naturellement. Mais je dis à dessein anarchique parce que... Et donc, du coup, on a une naturalité extrêmement prégnante dans ces peuplements-là, qu'on ne trouve même pas dans les réserves biologiques intégrales, que j'ai pu visiter par là. Et ça, j'estime que ça mériterait, ne serait-ce que pour l'étude de l'évolution des forêts par rapport aux pressions climatiques, etc. Rien que ça mériterait d'être une donnée à prendre en compte. Et donc, l'idée, c'est de dire, tout à l'heure, j'ai parlé du contrat régional forêt-bois, on a parlé de l'enracinement, etc. Pour moi, dans le Morvan, il y a deux choses. La première chose, c'est d'arriver à avoir une sylviculture de production dans les plantations existantes qui soit moins impactante pour le milieu, c'est-à-dire revenir à des dynamiques un peu plus naturelles. Donc on l'a dit ce matin, un peu plus de mélange, de diversification, rallonger les cycles de production, etc. Et de l'autre côté, avoir quand même un regard sur ces peuplements anciens qui aujourd'hui sont transformés à tour de bras. Qu'on a vu, et il faudrait donc les identifier rapidement et faire un maillage, parce que le problème de l'enracinement, c'est qu'il s'est fait de façon opportuniste, au gré des propriétaires, des achats, voilà. Il n'y a jamais eu de cohérence ou de logique dans cet enracinement-là.
Jamais on a dit, bon ben voilà, on va enrésiner le massif, mais attention, on va identifier les spots de forêt très anciennes, les peuplements emblématiques, on va garder des continuités, etc., etc. Jamais on a eu ce raisonnement-là. Donc on coupe tout et n'importe quoi et n'importe comment au gré des propriétaires et puis des pressions des coopératives. Et du coup, c'est la forêt ancienne qui est segmentée dans le résineux. C'est plus l'inverse maintenant, parce qu'on bascule. On nous annonce 50% de feuillus, 50% de résineux, mais à mon avis, de toute façon, les chiffres datent de 2004. Et tout le monde a pu constater que depuis 2004, on a beaucoup coupé et beaucoup transformé. Donc ça pourrait être une revendication. Et ensuite, il y a quand même des choses aussi. On sait que dans le Morvan, les forêts, enfin 50% de la forêt du Morvan a été identifiée comme réservoir de biodiversité par le schéma régional de cohérence écologique, et que ces 50% de forêts qui ont été identifiées réservoirs de biodiversité, c'est bien sûr les feuillus, hein. C'est pas les plantations de résineux. Donc, mais tout le monde s'en fiche, ça n'empêche pas de les couper. Mais ces réservoirs de biodiversité-là, c'est quand même un engagement européen. La plupart de ces peuplements-là sont aussi des habitats d'intérêt européen. Donc c'est aussi un engagement européen, mais donc on est censé les garder en bon état de conservation, mais ça n'empêche pas la transformation. C'est-à-dire qu'on arrive à me dire, moi, mais même en zone Natura 2000, on arrive à me dire que couper à blanc des feuillus anciens, vieillissants, et de les remplacer par des jeunes résineux, que ça n'altère pas l'habitat. Bon, ils ont réussi à me répondre ça. Et comme en France, on est basé sur des préconisations et pas sur des contraintes, et que le code forestier n'interdit rien, du coup, on peut continuer comme ça et sans aucun problème. Et j'ai aussi remarqué, en travaillant sur le contrat régional forêt-bois, que par exemple, si on prend la moyenne des zones Natura 2000 en forêt de la région Bourgogne-Franche-Comté, on est à peu près à 20%. On est au-delà de 25, pratiquement 30% dans Franche-Comté. On est à 3% dans les forêts de Lyon, et on est à 9% dans les forêts du parc naturel du Morvan. Cherchez l'erreur. Et l'erreur, elle est simple, c'est que les zones Natura 2000, elles se font en concertation avec les acteurs économiques. Donc on ne les met pas là où ça dérange. Et puis 9%, c'est où? Les forêts du Morvan. Ah oui. Ouais. Alors il y a aussi une petite remarque au passage, c'est que pour avoir des chiffres sur les forêts du Morvan, il faut se lever de bonne heure, parce qu'on est coupé en 4 sur 4 départements. Et qu'il n'y a personne, mais vraiment personne, qui ne fait d'efforts pour arriver à recentraliser les éléments. Hein. Donc, je pourrais donner beaucoup d'exemples comme ça. Justement au niveau légal, ce qui serait intéressant, c'est de donner, parce qu'aujourd'hui le code forestier est prioritaire sur tout le reste, il faudrait que les trames vertes et bleues, elles imposent des contraintes dans la gestion forestière en fait. C'est ça qu'il faudrait. Alors, si on veut changer et faire évoluer la loi, non ? Théoriquement, ils en tiennent compte dans l'établissement des directives et stratégies régionales d'aménagement ou des schémas de gestion sylvicole. Donc théoriquement, avec les annexes vertes, etc., ils en tiennent compte. Mais enfin, moi, je constate quand même que sur le terrain, à part dans les forêts domaniales... Si je peux, il y a une raison aussi, c'est qu'on peut mettre n'importe quelle règle. Toutes les règles peuvent exister, le tout c'est de savoir qui les suit, qui les contrôle, qui verbalise au cas où, hein, du moins verbalise ou informe. On commence par informer, on verbalise ensuite. Normalement c'est le rôle de la DDT, il doit exister 2 techniciens forestiers à la DDT de la Nièvre. C'est des gens qui en plus sont tenus par leur direction. Et ils peuvent, par exemple, constater une coupe illégale, et derrière, on voit qu'il n'y a pas de suivi, qu'il n'y a pas de verbalisation, il n'y a rien qui se fait. Si, pour ne pas verbaliser, vous enlevez les verbalisateurs. Pour ne pas instruire, vous enlevez les agents instructeurs. Et c'est ce qui se passe c'est ce qui s'est passé au niveau de l'ONEMA, par exemple. L'ONEMA a vu son personnel réduit à peau de chagrin. Derrière, les techniciens de l'ONEMA ne sont plus en capacité de faire des suivis. Et pour la DDT, c'est pareil. Vous avez des techniciens forestiers DDT qui savent qu'il se passe des choses dans des forêts. Ils n'ont pas les moyens en temps de pouvoir faire le travail là-dessus. C'est aussi ça. Les règles, je pense que les règles existent, que si elles étaient appliquées, ça serait déjà pas mal, mais il faut se donner le pouvoir d'appliquer.
l'État, normalement, son rôle, c'est de se donner le pouvoir d'appliquer ses propres règles. Et là, il y a un vrai manque. Et donc, juste un dernier chiffre, et ça c'est un chiffre du parc naturel du Morvan, 80% des hêtraies de montagne, sachant que c'est quand même un habitat emblématique, 80% des hêtraies de montagne du Morvan sont déjà transformées en plantations de résineux et ça continue et tous les jours on en coupe. Donc, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, l'urgence d'identifier tous ces peuplements emblématiques, effectivement d'avoir l'information et de la communiquer aux propriétaires et effectivement de donner les moyens aux gens du CRPF qui, notamment, non mais pour les plans de gestion, déjà. Les plans de Mais le gestion. parc a identifié une partie, hein, il y a une identification des forêts anciennes Il y remarquables. en a, c'est l'IPAMAC qui l'a fait. D'accord. C'est l'IPAMAC. Il y en a une partie, C'est mais financé par le il faut arriver à cartographier, à finaliser la cartographie, il faut arriver à faire les continuités, etc. Et après, il y a un porté à connaissance, et après, effectivement, il faut voir comment on fait le suivi. Parce que, en l'état actuel des choses, le code forestier autorise des choses. Donc, quelle va être la hiérarchie de la norme? Est-ce que les forêts anciennes vont avoir la primauté sur la production de bois? Quelle est la politique qui va être choisie, en fait, hein? Donc ça, c'est pas évident. On peut difficilement interdire aux gens de gagner de l'argent avec leur forêt, hein. C'est ce qu'on me répond partout, hein. Et juste pour revenir sur ce que disait Cyril par rapport aux moyens de l'État pour respecter justement les lois de l'État, au niveau de la législation sur le travail, c'est incroyable, comme la Directe, par exemple, ne met pas les pieds dans la forêt, et comme, effectivement, l'emploi est un réel problème, c'est-à-dire l'emploi importé, des gens qui sont corvéables, etc. C'est tout à fait dans la lignée de ce que disait Cyril, c'est-à-dire qu'on sous-traite, mais avec des gens, des Bulgares, qui se cachent quand on se promène dans les bois parce qu'ils ont peur qu'on soit un inspecteur, quelque chose, on l'aura bien dit. Il y a ça aussi, évidemment, il y a aussi des bûcherons qui sont clairement payés, mais il y a quand même énormément de tâches secondaires qui sont une main-d'œuvre importée. Et ça, c'est que l'État prenne ses responsabilités aussi. Évidemment, on appauvrit complètement tous ces services-là. La Directe, donc sur le contrôle du travail, est complètement exsangue. Donc, il n'y a pas de contrôle de l'emploi dans les bois. Et là, ça va faire très mal. Donc pour conclure, arriver à faire la primauté quand même, parce que les forêts anciennes du Morvan vieillissantes, c'est une vraie richesse climatique, on l'a dit tout à l'heure, au niveau du stockage du carbone, etc. C'est une vraie richesse en biodiversité d'un massif forestier ancien et de peuplements qui sont vieillissants. Et c'est aussi un intérêt primordial pour évaluer un petit peu quelle est la réponse de la forêt aux pressions climatiques. Donc ça, c'est quand même dommage de se priver de tout ça pour planter encore un peu plus de douglas. Savoir quel est le bon usage qu'on veut faire de nos forêts. Ça, c'est une bonne question. Question de société, là. Bon, moi, je suis Marie, je fais partie d'une association, de deux associations, AME, Haute-Morvan Écologie, et une petite association, Sauvegarde du Massif du Chon, qui est la petite association qui, en ce moment, s'occupe de défendre une forêt. Alors, la forêt, ça s'appelle le bois de la Ravière, beaucoup en ont entendu parler, presque tout le monde. Ça illustre, en partie, ça illustre ce qui a été dit ici ou là. Cette forêt, en 2005, il y a déjà eu une première coupe dans cette forêt, une première parcelle qui a été coupée, qui a été en infraction avec le plan simple de gestion qui était afférent, constatée. Une partie était dans un secteur protégé d'un oratoire, donc classé. Tout ça, c'était des feuillus d'une forêt qui n'avait pas été coupée, ni même travaillée depuis, je ne sais pas, 50, 60 ans, même peut-être plus. Donc coupée à blanc, enrésinée, et quand on a réagi, on nous a répondu dans tous les services de l'État que de toute façon on n'avait pas à nous dire quoi que ce soit à ce sujet, forêt privée bien entendu. Donc puis peu à peu on a appris que ce qu'on disait tout à l'heure, les services de l'État, on y a arrangé.
On y a rangé après, c'est-à-dire que cette forêt, elle n'a pas eu à être... Il paraît qu'il y a eu des pénalités pour l'enrésineur, parce qu'évidemment, ça a été enrésiné à la place des feuillus. Donc, mais on n'a jamais pu savoir de combien ni quoi. Tout ce qu'on a pu savoir, c'est qu'on l'a obligé à laisser repousser une toute petite parcelle dans de la caillasse, enfin dans des rochers qui étaient, de toute façon, ils ne pouvaient pas faire autre chose, quoi. Et un autre endroit qui devait remettre un tout petit bout, qui devait remettre en feuillu, qui n'a jamais été fait. Donc, on a constaté l'impuissance et de l'association et des riverains, enfin des gens qui auraient voulu que ça se passe autrement. Et effectivement, à l'époque, l'architecte des bâtiments de France a trouvé que c'était tout à fait... Voilà, enfin bon, il n'y avait rien à dire dans son périmètre. Les services de l'État, je ne sais pas ce que c'était à l'époque, il y a 15 ans, draft, je sais pas. Enfin bon, tout le monde nous a dit, c'est réglé, voilà, c'est réglé, donc il y a des sapins, c'est des Douglas. Et c'est les fameux Douglas dont quelqu'un a parlé tout à l'heure, qui 13 ans après, ont été de nouveau coupés à ras, parce que soi-disant ils n'avaient pas bien poussé, ou je ne sais pas. On ne sait pas pourquoi, mais ils ont été poussés, entassés sur une placette, et remis en nouveau Douglas. Mais ça, c'est juste un exemple pour dire que les services de l'État, là, ils n'ont pas voulu, n'ont pas pu, et que nous, on aurait aimé qu'on soit aidés par au moins à faire respecter la loi. Mais bon, cette parcelle, elle est grande. Elle était dans une vingtaine d'hectares, je crois. Peut-être plan 5 de gestion, peut-être 25, je ne sais pas exactement. Enfin bon, peu importe. C'est l'ancienne partie qui est déjà enrésinée, mais là, depuis un an, depuis l'hiver dernier, on a appris, il y a donc une autre partie de ce bois de la Ravière qui fait d'un seul tenant 106 hectares. Donc c'est 2 feuillus du même tonneau, donc très anciens, qui n'ont pas été exploités, qui sont à l'état, quoi. Et avec une hêtraie, essentiellement hêtraie, mais il y a d'autres essences, c'est mélangé, mais beaucoup de hêtres. Et puis il y a des très vieux arbres, des beaux arbres, d'autres choses moins... Enfin bon, c'est une vieille forêt. Et donc on a appris en décembre dernier qu'il y avait un compromis de vente qui a été signé sur cette forêt. Un compromis de vente au profit d'un groupement forestier, pas comme le nôtre, un groupement forestier enrésineur de l'ouest de la France qui s'appelle la Buchaille. Il paraît qu'il est déjà connu dans le Morvan, je ne sais pas. Et donc un compromis de vente, et donc effectivement là, le maire n'était pas au courant, parce que les maires n'ont pas à être au courant, je ne sais pas s'il l'était ou s'il ne l'était pas, mais en tout cas non, apparemment. Le notaire qu'on est arrivé que quelqu'un, Lucienne Haez, était arrivé, parce que vous la connaissez peut-être, qui s'est beaucoup occupée de la forêt pendant longtemps, elle était arrivée à appeler le notaire, à dire qu'elle était éventuellement l'acheteuse, et elle a juste pu apprendre que le compromis de vente avait été signé, mais... Parce que comment vous l'avez su ? On l'a su par des riverains. D'accord. La rumeur. Par une demande de certificat d'urbanisme. Voilà, oui. Ah voilà, oui, la mairie a été obligée de délivrer un certificat voilà. Donc c'est comme ça qu'il a appris que que le compromis était signé. Oui. Okay. Donc là, du coup, l'association Sauvegarde du Massif du Chon s'est mobilisée tout de suite. On a poussé la mairie à faire une première réunion publique où beaucoup de gens sont venus. Des riverains, des maires de communes avoisinantes, Sylvain Mathieu, et puis bien sûr le conseiller régional du coin, enfin voilà, et on va sauver cette forêt, c'est pas possible, on va sauver cette forêt. Donc les fêtes se passent, on attend un peu, puis il se passe rien, quoi. Donc on refait des courriers aux élus, enfin rien. Et donc on a eu l'idée à ce moment-là, au mois de mars, de lancer une pétition sur change.org qui en 3-4 jours avait... J'ai regardé hier, il y a 15
200 signatures. Mais en 3-4 jours, elles étaient faites. Partout en France, en mettons 8 jours maximum, on avait 15 000 signatures. Donc à l'intention de Madame Dufèvre de la région, à l'intention de Sylvain Mathieu, à l'intention d'un certain nombre d'élus, de Monsieur Akari du département de Saône-et-Loire, parce que c'est en Saône-et-Loire. Et donc, dans les quelques jours suivants, on a eu un peu de contact de tous ces gens qui nous ont dit « Ah, quand même, non, c'est pas possible ». Et donc, il y a quand même eu, je passe des détails, hein, mais il y a eu finalement assez rapidement le département de Saône-et-Loire, donc le monsieur Akari, le département a fait une demande de classement en ENS, en espace naturel sensible. Donc la demande est c'est pas une demande, la procédure, voilà, est commencée, est en cours. Pour le moment, on a été très surpris de trouver dans le dernier magazine de Saône-et-Loire que c'est fait, mais non, c'est pas fait du tout. C'était juste une petite annonce. C'est pas fait du tout. C'est sur la liste des sites à étudier. C'est sur la liste voilà, oui. Et de notre côté, il y a le Sylvain Mathieu, donc le maire d'Autun, peut-être, je ne sais plus si Akari était là-dedans aussi, enfin un certain nombre d'élus concernés par cette forêt ont sollicité auprès de, c'était Monsieur de Rugy à l'époque, un classement pour la loi paysage sur, je ne sais pas comment, selon le... Voilà. Oui, loi paysage. Et donc, très rapidement, l'Adréal a pris contact avec le maire, l'association Tout le Monde, et a commencé à constituer un dossier. Et là, l'Adréal actuellement aimerait beaucoup réussir à classer ce dossier. Donc, ces derniers temps, on a eu pas mal de rencontres avec la personne concernée à l'Adréal. Elle constitue un dossier, on a apporté beaucoup d'éléments parce qu'il n'y a pas que des éléments sur la forêt, il y a aussi sur le patrimoine, voilà, le patrimoine oral, ce qui se raconte. Parce que Huchon, ça se passe à Huchon. Huchon est surnommé la perle du Morvan. C'est un petit massif détaché du Morvan par la route et qui fait partie quand même du Morvan et qui fait partie du parc du Morvan d'ailleurs. Et donc, là, pour le moment, donc, il y a eu à un moment donné des annonces dans le journal, la radière est sauvée, mais non, elle n'est pas, pour le moment pas sauvée du tout. Ce classement, donc, en loi paysage est en cours, on en espère beaucoup, tout en on a appris quand même récemment que la signature, la forêt est vendue à ce groupement forestier. C'est fait quand même. Donc, en même temps, ça nous pose la question de est-ce qu'il va pouvoir faire, même si elle était classée par les deux classements, est-ce que ça nous, quand on voit comment finalement après on fait ce qu'on veut quand même, et sans que, voilà, et aussi d'abord, oui, est-ce qu'elle va être... Et pourquoi cet acheteur qui est au courant de tout ça, s'il l'a acheté quand même, et s'il n'a pas résilié sa promesse de vente, est-ce qu'il a des espoirs, est-ce qu'il a des grandes oreilles bien placées pour faire après, pour que ce ne soit pas classé? Enfin, on est dans l'expectative, en fait, c'est pas du tout gagné. C'est sûr qu'on n'est pas du tout rassuré pour le moment, quand même pas. D'autant plus que on en a parlé un petit peu à d'autres moments. Dans le village d'Huchon, la plupart des gens étaient pour qu'on sauve cette forêt. Il y avait quand même, nous, on avait le groupement forestier, le conservatoire d'espaces naturels et éventuellement quelques propriétaires privés. C'était un petit peu mis d'accord, enfin, sur l'idée que s'ils renonçaient à acheter cette forêt, voilà. Un achat collectif qui était prévu. Voilà, un achat collectif pourrait être prévu, voilà.
Et donc après, avec convention comme on l'a déjà fait sur Autun, quoi. Mais bon, pour le moment, donc on a appris très très récemment que la forêt s'est bel et bien vendue et on attend maintenant le classement et puis avec quand même un peu l'arrière inquiétude que de même classer. Ouais.